dans ce numéro un dossier important aussi, puisqu'il ferait une quarantaine de pages consacrées au Sahara occidental, une question que vous connaissez bien, Bernard, puisque vous êtes allé même récemment, je crois, aux États-Unis pour la présenter devant des autorités importantes. Et là aussi, un bilan sur l'histoire de cette question, comment le Maroc, à l'époque de l'indépendance, s'est fait en quelque sorte retirer une partie des territoires qui étaient historiquement les siens, comment tout cela a été instrumentalisé par l'Algérie voisine qui cherche une façade maritime sur l'Atlantique, et avec une communauté internationale pour le moins incertaine dans cette affaire. Oui, ce gros dossier est essentiellement basé sur le rapport que j'ai fait et que j'ai présenté devant le Council of Foreign Affairs à New York il y a 3 semaines, en présence de la responsable du comité de décolonisation de l'ONU et de tous les ambassadeurs des pays concernés. Et le thème de cette réunion était « Quel avenir politique pour le Sahara occidental ?» Et l'on m'avait demandé de venir traiter de la question des bases historiques du conflit du Sahara occidental. Et j'ai utilisé une partie de cette communication pour développer pour l'Afrique réelle un dossier en actualisant ce dossier avec les données les plus récentes que l'on peut avoir sur le sujet. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que l'historien de l'Afrique que je suis a abordé la question du Sahara et du Maroc comme il a abordé la question de l'Égypte. Vous savez, parmi les nombreux livres que j'ai écrits, il y en a un qui est consacré à l'histoire de l'Égypte des origines à nos jours et l'autre à l'histoire du Maroc des origines à nos jours. Je ne suis pas parti de la Méditerranée, je suis parti de l'Afrique noire. Tous les autres historiens qui ont travaillé sur ces pays sont partis de la Méditerranée. Et moi, ces pays m'ont intéressé par les liens qu'ils avaient avec l'Afrique noire. Et j'ai constaté qu'aux deux extrémités de l'Afrique du Nord, à l'ouest et à l'est, il y avait deux pénétrantes nord-sud qui étaient des ponts entre l'Afrique noire et la Méditerranée. À l'est, naturellement, la vallée du Nil, qui faisait que l'Égypte fut de tout temps dans le prolongement de cet axe qui partait du Haut-Nil jusqu'à la Méditerranée. Et j'ai constaté que le Maroc était l'autre axe qui reliait le monde de l'Ouest africain à la Méditerranée. Ces axes étaient excentrés. Pourquoi? Parce qu'à l'est comme à l'ouest, nous avons deux zones géographiques tout à fait favorables. Le Nil, axe naturel de déplacement, et à l'ouest, le long du littoral atlantique, le long du littoral du Sahara occidental, nous avons une zone qui fait 40 à 50 km de large, qui n'est pas le désert, du nord au sud. C'est une zone avec des petites dépressions, un minimum d'humidité. Tout ceci fait qu'il y a un minimum de végétation, faisant que traditionnellement les hommes sont passés par là. Très différent était la situation dans le centre du Sahara, où les axes caravaniers étaient des axes qui passaient à travers un désert très dur, le Tassili, les monts du Hogar, le Tansdruft et éventuellement tout le désert du Messac libyen. Et j'ai été frappé de voir que depuis toujours, les tribus berbères sahariennes, déjà il y a 4000 ans, il y a 5000 ans, étaient en relation directe avec les tribus berbères qui vivent dans le nord de l'Afrique, et plus précisément de la Moulouya jusqu'à l'Atlantique. Ce sont les mêmes tribus, transhumance, apparentement, etc. Et l'historien que je suis a vu que dans la longue durée historique du Maroc, dans les 1200 ans d'histoire du Maroc, le Maroc, chaque fois qu'il était fort, était le pont entre le Niger, la vallée du Sénégal et la Méditerranée. Prolongement même jusqu'en Espagne, sujet que vous connaissez bien, Philippe Conrad, puisque jusqu'à la fin de la Reconquista, le Maroc s'étendait jusqu'au nord du détroit de Gibraltar. Et le Maroc contrôlait un axe qui partait du fleuve Sénégal et qui allait jusqu'en Andalousie. Et quand les partages coloniaux se sont faits, à la fin du XIXe siècle, pour son plus grand malheur, le Maroc était dans une phase de décadence depuis un siècle. Et le Maroc a été amputé. Il a été amputé à l'est, au profit de l'Algérie, création coloniale française, et il a été amputé au sud, au profit de l'Espagne et de la France. Et lorsque la décolonisation s'est faite, à partir de 1956, le Maroc s'est trouvé face à une volonté de récupération de terres marocaines, notamment Tindouf,
notamment Colombéchar, notamment le Touat, notamment le Gourara, notamment le Tidiquelt, toutes ces régions qui sont algériennes aujourd'hui et qui, il y a un siècle, étaient marocaines, qui étaient gouvernées par les caïds marocains. Nous avons dans les archives du Royaume du Maroc, aux archives nationales à Rabat, des caisses entières de daïrs du sultan, des sultans. L'administration marocaine s'exerçait dans ces régions, non pas d'une manière française ou prussienne, à la marocaine, mais elle s'exerçait. On contrôlait un axe qui partait du fleuve Sénégal et qui allait jusqu'en Andalousie. Et quand les partages coloniaux se sont faits, à la fin du XIXe siècle, pour son plus grand malheur, le Maroc était dans une phase de décadence depuis un siècle. Et le Maroc a été amputé. Il a été amputé à l'est, au profit de l'Algérie, création coloniale française, et il a été amputé au sud, au profit de l'Espagne et de la France. Et lorsque la décolonisation s'est faite, à partir de 1956, le Maroc s'est trouvé face à une volonté de récupération de terres marocaines, notamment Tindouf, notamment Colombéchar, notamment le Touat, notamment le Gourara, notamment le Tidiquelt, toutes ces régions qui sont algériennes aujourd'hui et qui, il y a un siècle, étaient marocaines, qui étaient gouvernées par les caïds marocains. Nous avons dans les archives du Royaume du Maroc, aux archives nationales à Rabat, des caisses entières de daïrs du sultan, des sultans. L'administration marocaine s'exerçait dans ces régions, non pas d'une manière française ou prussienne, à la marocaine, mais elle s'exerçait. Et le Maroc a fait la part du feu. Il a accepté de ne pas rouvrir le contentieux avec l'Algérie, en dépit de la guerre de 1963, et il pensait qu'en échange de cela, l'Algérie allait le soutenir dans sa politique de récupération du Sahara occidental, c'est-à-dire du Sahara espagnol. Il n'en fut rien. L'Algérie fit comme si elle était d'accord avec les revendications, marocaines, mais dès que l'Algérie put